Francis, c'est à vous. Merci André. Monsieur le ministre, cher Frédéric, bienvenue dans cette salle Atalaya, qui d'ailleurs porte le nom du Fonds d'investissement maritime qui a été créé à l'initiative du cluster et qui se consacre essentiellement à la qualité et à la sécurité maritime. Frédéric, nous étions heureux de la présence confirmée de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre, à ces assises qui sont nos journées nationales de la mer. Nous le sommes de celle du ministre Le Drian demain, homme d'État que nous apprécions pour sa lucidité et la fermeté de son engagement. Et nous vous saluons particulièrement, vous, notre ministre en charge de la mer, que nous avons adoré appeler un temps le ministre de l'économie maritime et qui partage notre passion. Votre présence nous réjouit, sans nous faire oublier cependant, je suis sûr que vous le comprenez, la renonciation de M. Ayrault, puis celle de M. de Montebourg, venant s'ajouter à l'obligation, bien comprise, elle, de présence à Bruxelles de M. Cazeneuve. Mais comment ne pas redouter, au-delà des amabilités convenues, que le maritime ne soit toujours pas prioritaire pour notre gouvernement dans son ensemble. Ce qui serait incompréhensible alors que le président de la République avait spontanément marqué, tu le sais, dès l'été, son intérêt pour ces assises, où cependant nous devrions le recevoir l'année prochaine. Frédéric, vous avez devant vous les représentants, plus de 1200 inscrits, de notre économie maritime, reconnus internationalement, engagés et investissant depuis des années dans le respect de l'environnement. Communauté de plus en plus unie sur la méthode, dialogue mais fermeté, car elle tient à être respectée à hauteur de la chance qu'elle constitue pour la France, comme sur les objectifs, une communauté socialement responsable et porteuse d'une ambition maritime que la France, elle, a la chance de pouvoir caresser, justement grâce à ce secteur professionnel dynamique qui est là devant vous. Notre brochure 2013, dans vos mallettes, montre que malgré l'impact perceptible de la crise, plus de 300 000 personnes en métropole vivent directement du maritime, soit plus que toute l'industrie automobile. Ensemble, elles génèrent 51 milliards de valeur de production et sont un atout maître à l'heure de la mondialisation. Ensemble, elles sont la force de leur cluster, dont le secrétaire général de la mer déclarait fin 2011 « Les années récentes ont vu la montée en puissance formidable du CMF, rassemblant au-delà des intérêts économiques, structurant sa doctrine, réclamant une vision pour la mer. Ensemble, elles s'organisent en force sur laquelle, mais aussi avec laquelle, il va falloir plus compter. » Tout ceci est renforcé par notre Outre-mer, dont je salue les représentants ici, qui en est à la prochaine création de son 4e cluster maritime frère, après ceux des actifs clusters maritimes de Guadeloupe, La Réunion et de la Guyane française, devenus incontournables sur leur territoire. Actuellement, le CMF rassemble environ 280 acteurs professionnels, plus une centaine de sociétés outre-mer, illustrant toutes les activités maritimes et construisant peu à peu une véritable place maritime française. C'est en tout cas notre ambition. Plus de 4400 dirigeants et cadres ont participé à ces groupes de travail depuis 2006, faisant progresser aussi bien leurs activités particulières que l'intérêt général maritime. Enfin, le président du CMF préside donc ce réseau de clusters européens, créé dans son bureau, complètement redynamisé, ce qu'a perçu la Commission européenne qui souhaite nous voir collégialement à Bruxelles, où nous allons le 17 décembre. Après avoir testé l'idée du cluster, après l'avoir évaluée à l'aune des résultats obtenus en 6 ans, on peut désormais commencer à dire que ça marche. Oui, et c'était l'ambition de l'Institut français de la mer, nous pouvons, sans prétention, mais avec le sens aigu de notre responsabilité, dire aujourd'hui qu'un parti de la mer existe bien et que nous en sommes tous ici le fer de lance. Ça tombe bien d'ailleurs, car il importe de vous aider à répondre à des défis qui ne sont ni de gauche ni de droite et qui nécessitent la réaffirmation d'une vision à la fois maritime et de long terme. Comme tout parti, ce parti de la mer a un programme que nous venons de mettre à jour après avoir consulté toutes les grandes fédérations. Pour vous le détailler, je vais prendre l'ordre dans lequel, avec vous, Frédéric, déjà, et à votre demande confiante, ce que nous avions beaucoup apprécié, j'avais animé le débat lors de la rencontre de l'économie maritime française avec le candidat Hollande. C'était le 27 mars au Cap Griné, chez vous, qui veniez de publier le défi maritime. Je commencerai donc par le régalien.
« Je veux partager avec vous l'ambition politique maritime », avait dit le futur président. À ce titre, nous avons quelques sujets prioritaires, décrits donc dans l'esprit cluster, c'est-à-dire dialogue constructif et vigoureux, comme le prouvent entre autres les travaux menés entre le CMF et la DAS, par exemple contre la contrebande d'armes par la voie maritime. Commençons par les urgences. L'ENSEM, qui est dans un état moral plus qu'inquiétant, dans une situation financière catastrophique, avec une gouvernance renouvelée d'un seul coup, l'équipe de départ, probablement trop marquée par la feuille de route précédente et usée peut-être, mais il y avait de quoi, étant partie d'une manière, disons, abrupte, que vous le savez, nous n'avons pas comprise, alors que dans un contexte contradictoire, elle avait obtenu quelques résultats salués, comme la reconnaissance européenne du diplôme. Bref, une ENSEM fragilisée, qui doit maintenant faire face aux défis qui étaient la raison de l'établissement unique, amplifiée par la crise larvée qui a rongé le moral de chacun en 2012, entraînant des réflexes de défense forcément corporatistes et négatifs, des réunions de conseil qui ne pouvaient plus être constructives, et finalement des doutes si profonds qu'il constitue certainement la première priorité du nouveau directeur, notre collègue François Marandé, dont je salue ici chaleureusement la nomination, car nous le savons compétent et volontaire, et qui doit savoir qu'il peut compter sur notre appui, comme me le disait récemment le président d'Armateurs de France, Raymond Vidil. C'est d'autant plus important que la décision que vous avez prise très rapidement, ce qui était d'ailleurs sage pour couper court aux spéculations, et dont on peut reconnaître la justification politique même si on la regrette, la décision de maintenir 4 sites est une donnée qui a le mérite d'être claire, mais pas de clarifier les voies et moyens d'une gestion efficace de l'établissement unique dont nous savons que vous la voulez autant que nous et le nouveau directeur. Autre urgence régalienne pour les armateurs et les pêcheurs lointains qui les soutiennent, celle de la piraterie. Aux Assises 2011, écoutez bien, je déclarais: il faut saluer la reconduction de l'Atalante et la mobilisation des équipes marines nationales à l'efficacité remarquable. Mais il faut que soit reconnue maintenant, les décisions doivent enfin sortir, la possibilité sérieusement contrôlée de faire appel sous pavillon français à des équipes privées armées, SSP, dans les cas où la marine nationale ne peut malheureusement intervenir, et en attendant l'efficace autoprotection des navires que nos industriels concoctent pour après-demain dans le projet Navire du futur. Hélas, pas un mot a changé un an plus tard, si ce n'est que les SSP sont devenus des ESSD. Nous avions souffert des lenteurs du gouvernement précédent, nous angoissons des atermoiements actuels, alors que nos voisins européens ont agi, alors que l'épouvantail du lien ESSD mercenaires à terre n'existe plus, alors que la justesse de nos arguments est reconnue par tous. Comment comprendre qu'on nous dise « mais oui, ce sera probablement dans le prochain livre blanc », ensuite il y aura tout le déroulé législatif, mais le Parlement est encombré, vous allez en prendre de toute façon pour un an. C'est d'autant plus choquant que la situation actuelle, dont on ne parle qu'à mots couverts, et que vous déplorez, je sais, Frédéric, va se pérenniser. Je veux dire la situation bancale où les armateurs, qui ne peuvent ni renoncer à protéger leurs équipages, ni à leurs contrats, et ne se résoudront à dépavillonner que s'il n'y a pas d'autre solution, se débrouillent pour embarquer malgré tout des équipes étrangères, tout en informant les autorités qui, naturellement, ne l'interdisent pas, pour ne pas enclencher, on le comprend, la fuite de nos propres navires, déjà trop peu nombreux devant notre propre pavillon. L'inconfortable non-droit règne donc, en espérant que l'État, qui se prive en outre de tout contrôle, ne sera pas obligé d'assumer ses responsabilités dans les pires conditions, c'est-à-dire suite à un accident. Mais il y a un autre aspect, et là je citerai une phrase martelée par François Hollande au Cap Griné. Nous devons avoir l'emploi pour seule préoccupation, tu t'en souviens. Mais que fait-on pour les centaines d'emplois certains que représentent en particulier pour d'anciens militaires formés les possibilités de SSD françaises? De fait, à l'inconvénient de ne pouvoir avoir de référence d'armateurs de leur propre pays, s'ajoute celui que les sociétés existantes qui ont des marchés ne peuvent exercer leur activité car les pouvoirs publics refusent licences et armes, et ce alors qu'elles sont prêtes à subir les contrôles les plus draconiens et que d'autres entités ont mis en place des procédures blindées pour aider l'État à procéder aux certifications selon des critères encore renforcés par rapport à ceux de l'OMI. Ces professionnels se désespèrent et, je vous le confirme solennellement, sont en train, en ce moment, de quitter la France pour ne pas mourir.
Dans un autre domaine, citant la déclaration du candidat Hollande, la France ne sait pas suffisamment qu'elle est une puissance maritime. Le retard mis à ratifier la nouvelle STCW, alors que la France en fut pionnière, n'est plus compréhensible. D'autant que nous savons que vous, notre ministre, n'avez pas ménagé votre peine. Tant d'autres pays ont agi, que la Convention est devenue effective sans nous. Et est-ce le comportement d'une puissance maritime? De même, nous comprenons que l'installation du nouveau Conseil national des mers et du littoral ne pouvait être immédiat, l'alternance ayant légitimement changé la donne. Mais quelles sont les raisons d'une situation qui s'éternise? Comme pour l'ENSEM, ces délais inexpliqués ne contribuent pas à dorer le blason de la future institution. Encore plus importantes sont les questions de la reprise des 6 mers au premier semestre 2013, Frédéric, et du débat parlementaire annuel sur la stratégie maritime de la France, occasion unique pour les parlementaires, avec l'appui des professionnels et des administrations, de vérifier la mise en œuvre de cette stratégie, d'en discuter les faiblesses, d'actualiser périodiquement le livre bleu. Oui, ça doit être le grand rendez-vous de l'ambition maritime de la France. Oui, nous considérons que ce débat parlementaire sera d'une importance capitale et qu'au-delà des clivages politiques, le nouveau gouvernement pourra compter sur les professionnels pour que cette procédure soit un vrai rendez-vous de la France avec son secteur maritime. Ne nous décevez pas, s'il vous plaît. Sur le livre blanc, nous savons que notre légitimité n'est que partielle, mais notre absence de la commission Guéhenno est une erreur. Car si nous ne sommes pas compétents pour proposer les moyens navals nécessaires, si nous ne le sommes pas pour faire le choix entre ces moyens, nul ne peut nier que nous avons notre mot à dire sur les enjeux. Nous qui sommes présents sur tous les océans et commerçons, explorons, exploitons, pêchons et exportons nos services dans le monde entier. Nos métiers et notre expérience à l'international imposent que nous participions à la définition des priorités. Nous démontrerions que la maritimisation du monde nous place irrésistiblement dans le sens de l'histoire, que notre vraie force est que l'avenir de la France passera par la mer, que notre pays aura de plus en plus besoin de sécuriser les activités maritimes que nous représentons et sans lesquelles il ne saurait y avoir de développement durable. Nous expliquerions pourquoi, alors que des sacrifices devront être faits, le CMF appelle l'État, au vu des enjeux stratégiques majeurs liés aux océans, qu'ils en soient le vecteur ou qu'ils deviennent eux-mêmes l'enjeu des conflits de ce siècle, à ne pas sabrer les moyens navals et aéronavals et même à les renforcer. Sans vision, et alors que nous ne pouvons maintenir tout à niveau, tout le monde aura raison d'être mécontent, la réduction homothétique des différentes forces ne pouvant être une solution, car chacune se trouverait en dessous du seuil d'efficacité. Vision d'abord maritime, choix prioritaire, même si non exclusif bien sûr, choix nécessaire, quelque douloureux que ce soit pour les forces autres que navales, car il est le seul qui va clairement dans le sens des intérêts stratégiques du pays. Nous le disons parce que notre liberté d'analyse, notre expérience, nous donne une connaissance particulière, partagée d'ailleurs, comme l'a montré un remarquable rapport du Sénat dont nous allons parler ce matin, et qui confirme l'incroyable lucidité du général de Gaulle lorsqu'il déclarait, écoutez bien, l'activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l'exploitation de la mer, et naturellement les ambitions des États chercheront à dominer la mer pour en contrôler les ressources. Un mot encore de 2 dossiers particuliers. Celui de la loi de 1992 d'abord, d'importance nationale, chantier légitime. Je faisais, avec d'autres ici, les plus vieux, partie de la commission Chassagne il y a 20 ans. L'esprit n'a pas changé. Les importations de la France, oui. Adapter la flotte pétrolière nationale à l'évolution intervenue depuis 20 ans, baisse des importations de brut, augmentation des importations de produits raffinés et de gaz, est une nécessité stratégique, ne coûte rien à l'État, est eurocompatible et serait fortement créateur d'emplois, car plus de navires français, les tankers de raffinés ou de gaz sont plus petits que les tankers de brut, sont et seront nécessaires pour remplir l'obligation stratégique. Et ne pas adapter la loi, mais vous le savez, Monsieur le Ministre, reviendrait tout simplement à amorcer la chronique de la mort annoncée des emplois français concernés. Je terminerai sur le régalien en disant simplement que nous avons besoin de savoir où va notre pays, d'une direction claire, constat encore illustré par l'analyse, dans ce programme du Parti de la mer, de la situation des grands enjeux économiques. Au transport maritime, la France a su garder des entreprises souvent familiales, qui sont des fleurons mondiaux. C'est un secteur totalement mondialisé, concurrentiel, à ne pas affaiblir. Or, les armateurs, au commerce ou à la pêche, outre de pouvoir protéger leurs équipages et leurs navires, piraterie,
ont besoin de la stabilité du dispositif réglementaire et fiscal. À cet égard, s'il vous plaît, n'oubliez pas que le RIF a permis de sauver l'emploi maritime et la flotte de charge sous pavillon français. Sans lui, elle aurait aujourd'hui disparu. Elle seule subsisterait des fleurons dont on est fier, comme la BAI par exemple. Donc, attention. Enfin, au nom des efforts remarquables de la profession, engagée depuis des années dans la protection et le développement durable, c'est le moment, notamment sur le soufre, d'aider ce secteur à s'adapter dans un calendrier raisonnable. Nous espérons, je connais votre action, et nous espérons à cet égard que la non-conclusion de la dernière RIM ne sera qu'un avatar sans conséquence. Un mot sur les pilotes. Nous remercions le gouvernement de privilégier la sécurité contre les tentations d'un ultralibéralisme dangereux. Mais il faut rester en alerte. Nous serons très vigilants, je cite François Hollande, pour ne pas laisser les dérégulations une nouvelle fois s'installer. Pour les ports, le futur président avait déclaré que le seul objectif est l'efficacité au Cap-Griné. Or, le redressement est à portée de main, grâce à un climat social apaisé et aux efforts consentis par tous. Je pense entre autres aux manutentionnaires. Les ports sont d'ailleurs repartis à la conquête de leurs clients, mais la compétitivité de notre pays dépend de l'acheminement souple et fiable des frettes, de l'adaptation permanente aux besoins. Les navires évoluent constamment. L'année prochaine, on aura des 18 000 boîtes en porte-conteneurs, après le géant de CMA cette année. C'est pareil pour les gaziers. Il faut donc que les réseaux de desserte terrestre massifiés soient performants et les connexions efficaces. Vis-à-vis des chargeurs, l'effort doit porter en priorité sur le guichet unique électronique. Et puis, il faudrait enfin aboutir, dans cette affaire d'exonération, des avances de TVA pour les PME et PMI. De Shanghai à Marseille ou de Marseille à Dijon, le coût de transport d'un conteneur est identique. Il faut donc bien réduire les coûts des maillons terrestres et portuaires. L'investissement prioritaire, vous le savez, est d'améliorer la connexion avec les réseaux, comme le demande l'Union des ports de France et le député Fromentin, rapporteur pour les affaires maritimes. Il faut enfin que les ports français travaillent en réseau pour tirer parti de la dynamique propre aux grands axes fluviaux et les transformer en véritables gateways européens et commencer enfin à tirer parti de la position géographique de notre pays au bout de la péninsule Europe. Ces efforts ne porteront leurs fruits que si la capacité de développement foncier des ports est là, malgré les exigences croissantes des citadins en termes de protection de l'environnement, alors qu'aujourd'hui, l'application rigoureuse des réglementations entraîne un gel progressif des emprises portuaires. Et il y a les ports dits secondaires, bien sûr, et qui ne le sont pas, et qui ne doivent plus souffrir des séquelles de la réforme des grands ports. La construction navale est un autre formidable combat. Les professionnels se sont extraordinairement mobilisés. L'instruction des projets de navires du futur, qui ont été déposés dans le cadre des investissements, des grands investissements, doit être maintenant menée à bien. Je pense aux navires de pêche, à l'autoprotection, à ceux pour lesquels les délais s'éternisent alors que la concurrence internationale n'attend pas. De même pour le projet Océan 21 de structuration de la filière, qui est un élément essentiel de compétitivité. Et puis il y a toujours, Monsieur le ministre, ces lancinantes hésitations concernant la politique commerciale européenne pour laquelle nous voulons l'ouverture enfin équitable. La Commission, c'est une bonne nouvelle, souhaite autoriser les États européens à fermer leurs marchés publics aux États qui gardent fermés leurs marchés publics. C'est bien, mais comme on me le disait, il ne s'agit pas de continuer à en parler, mais de faire comme les Américains, shoot first and talk later. Ce n'est pas du protectionnisme que nous demandons, mais loyauté et équité. Respect des conventions sociales et environnementales dans les achats publics. Certains États n'ont pas ratifié des conventions de l'OIT contre le travail forcé, pour la liberté d'association, contre le travail des enfants, contre la discrimination. Qu'attend-on pour les discriminer, eux? Voilà un beau chantier pour le redressement productif, et il est criminel pour nos entreprises citoyennes que nos États restent l'arme au pied. Enfin, il y a l'organisation de la compétitivité française dans ces marchés publics. Il faut que l'État, lui d'abord, donne leur chance aux entreprises françaises innovantes et définisse une vision globale de l'achat public, favorisant enfin la production française dans le cadre d'une concurrence honnête et loyale, comme ça n'a pas toujours été le cas quand l'offre française est compétitive. Des acteurs remarquables comme CMN, comme Piriou, bien d'autres, qui sont des combattants nationaux, mais dont certains peuvent produire ailleurs,
ont besoin d'un langage clair pour orienter leur stratégie qu'ils veulent bien sûr la plus française possible, mais pas si les marchés nationaux, je parle bien des marchés publics, leur échappent alors même qu'ils sont compétitifs. D'où la suggestion par le GICAN de création d'un centre de vigilance, structure légère, qui serait en liaison avec la future médiation des achats publics, avec un rôle d'alerte et d'analyse. S'agissant de la pêche, chère à votre cœur, je citerai le président de la République, toujours au Cap Griné. Il y a une conception que défend l'Europe, qui paraît plus empruntée à des formes libérales qu'à des formes d'organisation du marché et même de protection de l'environnement. Ce n'est pas acceptable. Et notre économie de la pêche vaut bien cet intérêt. En effet, malgré le vieillissement de la flotte, la diminution du nombre des navires, le prix des carburants, elle reste dynamique. L'année 2011 a été bonne, 2012 va l'être, même si certains ports connaissent de grosses difficultés, Boulogne-sur-Mer, vous le savez, ou Sète, où, alors là on croit rêver, on me dit que trop de thon rouge mange tout le reste. Mais les menaces sont lourdes. Réforme de la PCP avec une commissaire qui veut interdire les pêches profondes, diminuer les quotas pour l'année 2013 de 20 à 30% pour certaines espèces qui vont bien, imposer l'impossible zéro rejet, sans parler des quotas transférables qui signifient la fin du modèle de pêche artisanale. Vous savez tout cela, et les pêcheurs savent que vous les défendez activement, comme vous savez leurs efforts en faveur de la ressource et de la biodiversité, la création de France Filière Pêche ou encore le lancement de la marque Pavillon France. Tout près de la pêche, il y a l'aquaculture, pour laquelle François Hollande avait déclaré « Nous devons avoir une politique plus tournée vers la production. C'est toutes les techniques de valorisation de cette filière qui devront être engagées. Il faut être capable de faire la part entre la production et la protection. Tout excès entraîne l'échec. » Au Cap Griné toujours. Or, ce secteur désespère, bien que les discours politiques soient toujours volontaires. Depuis le plan 2006 jusqu'à tout dernièrement, votre message à la profession, merci, rien n'a encore bougé. Les aquaculteurs qui espéraient beaucoup des schémas rigoureux, régionaux de développement voient que ceux-ci, prévus pour fin 2011, ne seront pas adoptés avant 2013 pour la plupart d'entre eux. Et nul, surtout pas vous, j'en suis sûr, ne peut se résoudre à importer 90% des produits asiatiques consommés par les Français, comme le démontrent les engagements que vous avez bien voulu prendre très récemment et que je cite partiellement. L'intervention de l'État, en bonne intelligence avec les collectivités locales, est pleinement justifiée. Nous avons demandé à notre administration de veiller à faire aboutir les dossiers complexes. Je vais demander aux préfets des régions littorales de tout mettre en œuvre pour adopter les schémas régionaux de développement dans les délais les plus brefs. Merci. Pour la plaisance, leader mondial et champion exportateur, les signaux sont plus positifs. Dans un marché mondial en fort recul, le marché français s'est plutôt mieux comporté. C'est remarquable, après avoir traversé ces dernières années en préservant l'emploi et en gagnant des parts de marché. Reste maintenant à l'encourager à s'armer pour résister à la concurrence internationale, surtout à l'heure où l'on assiste à l'éveil des pays émergents, et à veiller à ce qu'elle puisse s'appuyer sur un marché intérieur fort. Il est donc essentiel d'éviter tout prélèvement supplémentaire sur les plaisanciers déjà bien taxés et surtout de ne pas sanctuariser la mer et le littoral par des mesures qui seraient inadaptées de restriction de navigation. J'arrive au bout. En matière d'EMR, le plus gros des chantiers, le candidat Hollande déclarait « Il faut que nous puissions avoir un cadre fiscal, réglementaire et financier stable. Nous devons avoir un contrat de long terme. » Et effectivement, notre message essentiel est celui de la définition conjointe entre l'État et les entreprises, regroupées en particulier au sein du CER et très présente dans le groupe de travail d'une feuille de route décennale de structuration des filières hydroliennes, éolien flottant ou l'eau motrice ETM, avec un calendrier et un mode de financement adapté à chacune des étapes d'après-recherche, démonstrateurs, fermes pilotes, fermes commerciales. Les industriels, dont les PME, ont besoin de vision de moyen terme pour investir lourdement, sachant que les marchés cibles sont à l'export et que la concurrence est rude. Il faut aussi que les initiatives du gouvernement actuel, pour compréhensibles qu'elles soient, tant l'objectif de réduction du nucléaire rend énorme la part qui devra être faite aux énergies renouvelables, et tout aussi énorme les investissements, n'aient pas d'effet pervers. Il ne faudrait pas que le débat sur la transition énergétique retarde ce qui doit être fait de toute façon, les éoliennes posées, puis bien sûr les hydroliennes, puis les flottantes, les autres ensuite en fonction de leur maturité. Et surtout retarde ce qui devra de toute façon être fait, entre autres pour respecter les engagements de la France pour 2020, qui suppose 6 gigawatts d'énergie marine,
sauf à subir une triple peine insupportable, des amendes colossales, la nécessité d'importer le gap constaté, autre surcoût, et probablement d'avoir à l'importer de nos amis anglais, qui, eux, seront prêts avec leurs éoliennes en ayant au passage créé 70 000 emplois, comme il y en aura quelques dizaines de milliers chez nous. Mon dernier dossier sera celui de l'accès aux ressources des grands fonds marins, qui, outre les chances des nouvelles ressources nationales sur les parcelles réservées par la France, est une opportunité extraordinaire pour nos grands leaders mondiaux spécialisés dans l'offshore et les travaux marins ou sous-marins. Ifremer, Technip, CGG Veritas, Bourbon, Total, Louis Dreyfus Armateur, auxquels les autres pays, Russie, Corée, Chine, bientôt l'Allemagne, voire les USA quand ils auront ratifié, feront immanquablement appel, tant les compétences de ces champions sont appréciées et incontournables au niveau mondial. Nous travaillons d'arrache-pied au CMF à la construction d'une filière française complète de l'exploration à l'exploitation avec tous ces acteurs. Mais il est plus que temps que l'État s'y intéresse concrètement, car c'est le silence radio. Et la perspective annoncée administrativement d'une campagne d'1 mois tous les 5 ans ne fait pas une politique. Ça devrait être, à notre avis, l'un des sujets de fond du CIMER du premier semestre 2013. Avant de conclure, je rappellerai que l'océan est vaste, mais aussi limité et fragile. Savez-vous que l'eau des océans et des mers tiendrait tout entière dans un cube de 1100 km de côté seulement? L'océan ne peut donc être notre déchetterie. C'est toute la contrainte du développement durable qui ne doit être ni malthusianisme, ni stakhanovisme. J'ai répété que les bons professionnels et les environnementalistes compétents et honnêtes sont et doivent être des alliés et non des ennemis. J'ai indiqué que le président du CMF était prêt à proposer l'ouverture de groupes de travail dans l'esprit qui a présidé à la coopération réelle avec l'Agence des aires marines protégées. Et j'avais lancé une bouteille à la mer aux ONG pour qu'ensemble nous barrions la route aux extrêmes qui pratiquent avec bonne conscience la politique du pire. Il faut ensemble, c'est un exemple, aider à ce que sortent de bons dossiers, comme celui du sable coquillé en baie du Lannion, par exemple. Mais nous en sommes toujours au même point, c'est-à-dire toujours disponibles, dans l'esprit de cette Blue Society, portée entre autres par Philippe Valette, Jacques Rougerie et bien d'autres, et que vous approuvez et que vous soutenez. De même, nous approuvons l'esprit de la croissance bleue et de la déclaration de Limassol, tournée vers les leviers propres de la croissance européenne propre. Et nous nous sommes réjouis que notre ministre se rende à Chypre et fasse entendre la voix de notre pays. L'Europe. Pas de commissaire à ces assises, dont officiellement il souligne pourtant l'importance. Tant pis pour eux. Mais nous nous consolons aisément, car certains des hauts fonctionnaires dirigeants de la Commission sont avec nous, merci à eux, et par ailleurs, cet épiphénomène ne nous fait pas perdre de vue que le XXIe siècle sera, quoi qu'il arrive, le plus maritime de l'histoire. Je conclus enfin en recitant, à côté des projets qui nous font rêver, tout en étant de plus en plus réels et concrets, comme Sea Orbiter ou le Nouveau France, la grande aventure d'Océanide, dont je vous avais dit qu'elle était une première mondiale et l'une des plus vastes entreprises depuis la grande encyclopédie. L'enjeu étant de vérifier que puissance et prospérité sont toujours liées à la maîtrise des mers. Ça y est, le projet est devenu chemin, et nous savons aujourd'hui qu'il ira jusqu'à son terme. En plus, il me permet d'enchaîner sur ce qu'écrivait le prophète Georges Lègue, « Tout peuple qui laisse affaiblir sa position sur mer se condamne à la déchéance ». Tout indique que cette appréciation, 1000 fois prouvée depuis des millénaires, est plus vraie que jamais à l'heure de l'irrésistible mondialisation, maritimisation. Ce dont la France devrait se réjouir, car elle nous a, nous, pour vouloir passionnément saisir cette chance pour notre pays. La prochaine étape étant une nouvelle première, celle du Salon Euromaritime à Paris en février 2013, qui d'ailleurs n'a pas échappé, c'est un signe à nos dirigeants français et européens. De fait, je vous l'annonce solennellement, cette vaste vitrine sera inaugurée par la commissaire Damanaki, bien encadrée par vous, Frédéric Cuvillier, et par votre collègue ministre Bernard Cazeneuve, tandis que de grands noms du maritime français, par exemple Philippe Louis-Dreyfus, qui a été le premier à y croire il y a des mois et à le dire publiquement, y exposeront ou participeront aux prestigieuses conférences qui l'animeront. Et les portes sont toujours ouvertes. Oui, amis du maritime, la route est encore longue, mais vous le voyez, ça bouge, grâce à votre dynamisme qui ne se dément pas et qui fait que la France sera un jour franchement solidaire de la solidarité que vous avez créée entre vous et qui la sert si bien. Merci à tous.
José Luis.